Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les coulisses du Web3, j'accueille Brian O'Hagan, Head of Growth de la licorne Sorar. Salut Brian, Gary, merci pour l'invitation. avec plaisir. Alors, tu as été directeur marketing de CoinHouse pendant plus de 2 ans avant de rejoindre Sorar en 2020, au moment où Sorar a annoncé une levée de fonds de 4 millions d'euros. On reviendra dessus. Dans cet épisode, on va revenir sur les levées de fonds successives de Sorar, qui a levé plus de 600 millions d'euros au total. Toi, tes objectifs en tant que grosse lead chez Sorar, l'empire bâti par Sorar, qui a décroché des licences des plus grands championnats européens de foot, hein, anglais, italien, espagnol. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. On clique bien sur la cloche et bien sûr, likez cette vidéo si elle vous a plu. Brian, déjà pour commencer, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaissent pas Sorar, rappeler ce que vous faites? Ouais, alors Sora, en fait, c'est la vision que Nicolas m'avait pitchée en 2018, toujours la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, les hommes, enfin, nous, on a toujours collectionné des objets, que ce soit des coquillages, que ce soit des pierres, etc. Et en XXe siècle, on a commencé à collectionner des objets sportifs, donc des cartes dans des paquets de baseball, etc. Et ensuite des cartes de foot avec Panini. Et le postulat, c'est que il a jamais été possible de collectionner numériquement parce qu'il n'y avait pas de rareté numérique. Et du coup, avec forcément la venue de la blockchain et du coup Bitcoin et ensuite des NFT, il était maintenant possible de créer de la rareté numérique. Et quand Nicolas et Adrien ils ont vu ça, ils se sont dit bon bah on peut maintenant créer en fait des objets numériques rares et associer une propriété intellectuelle, voilà, de joueurs de foot ou de joueurs d'autres sports. Ah oui, donc c'est dur, on va faire des cartes numériques rares de joueurs de foot. Mais le problème aujourd'hui, en fait, avec les cartes Pioneer, c'est que quand tu les collectionnes et puis tu les mets dans ton sticker, book, et ensuite tu les utilises plus. Et donc là, en fait, l'idée, c'était parce que c'est des objets qui sont numériques, au final, tu peux les utiliser et tu pourras les utiliser dans un jeu de fantasy football. Du coup, aujourd'hui, Soir, c'est quoi? C'est le mariage de, je dirais, deux choses. D'un côté, collectible numérique, et de l'autre côté, euh, un jeu effectivement numérique, qui est un jeu de fantasy football, de fantasy NBA ou de fantasy MLB, puisqu'on est sur trois sports différents. Et voilà, le fantasy football, c'est un marché qui est énorme en réalité, puisqu'il y a un jeu de fantasy football dans tous les pays du monde. Il y a un jeu de fantasy NBA et de fantasy MLB quasi dans tous les pays du monde également. Et voilà, il y a plus de 200 à 300 millions de personnes qui jouent au fantasy sport en général. Donc voilà, c'est un genre de jeu spécifique, mais qui a un énorme marché sur lequel on se développe et sur lequel on développe ça depuis 5 ans. On reviendra d'ailleurs hein, sur le foot, hein, notamment. Je pense que c'est le sport sur lequel Sorar a cartonné. Euh, Déjà, est-ce que tu peux rappeler comment le contexte dans lequel tu as rejoint Sorar? C'était en 2020, hein, c'est ça? Ouais, c'était en 2020. En fait, moi, Sora, je les ai rencontrés en 2018. Donc, Nico Adrien, à l'époque, je travaillais à la maison du Bitcoin. J'étais le directeur marketing du coup de Coiners, la maison du Bitcoin, qui était un lieu à Paris où on pouvait. En fait, c'est un lieu qui a été créé par Éric Larchevêque, Thomas France au début. Et ils ont très vite fait un. Ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient en faire, un musée du Bitcoin, un lieu où on pouvait acheter et revendre du Bitcoin, et également un coworking space. Et du coup, de ce lieu-là est né un hackathon, le premier hackathon, je pense, autour de blockchain, Bitcoin, etc. Et de ce hackathon est né Ledger. Du coup, Ledger est né à la maison du Bitcoin, et ensuite Ledger et la maison du Bitcoin, c'était la même entreprise. Ensuite, pour la série A de Ledger de 50 millions, ils ont séparé en fait les entités. Ledger, c'est une société qui est très sympathique, mais les investisseurs ne voulaient pas que Ledger revende des bitcoins, ce qui était le cas de la maison du bitcoin et de CoinHouse. Donc, ils ont décidé de spin-off, en fait, la maison du bitcoin CoinHouse. Et du coup, moi, j'ai rejoint l'entreprise à ce moment-là. Et ce qu'on faisait, en fait, à la maison du bitcoin en 2017, 2018, 2019, jusqu'en 2020, c'était beaucoup de meet-up. Où, en fait, toutes les semaines, on avait un, deux, ou trois meet-up par semaine. Et à l'époque, c'était encore assez à taille humaine puisque il n'y avait pas encore tellement de monde qui s'intéressait vraiment aux crypto, au blockchain, etc. Il y en avait de plus en plus, mais il n'y avait pas tellement. Et Nico m'a contacté à l'été 2018 en disant je veux lancer un meetup sur la NFT. À l'époque, on parlait pas encore de NFT, c'était pas encore sûr que ça allait être ce mot-là qui allait être utilisé. On parlait aussi de crypto goods. Euh, mais du coup, il a lancé son premier meetup sur les crypto goods à la maison du Bitcoin avec moi.
Et je me souviens, on avait invité CryptoKitties, on avait invité Decentraland, il y avait aussi Sorare du coup, et, euh, et voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Nico et Adrien. Et suite à ça, en fait, j'ai suivi leur parcours. Je les ai aidés sur leur levée de fonds de 2019 où ils ont fait une pre-seed. Euh, je les ai fait des introductions auprès des propriétaires de Ledger, etc. Thomas France a mordu à l'hameçon et voilà. Et en fait, suite à ça, on a continué à s'updater parce que moi aussi, je l'avais investi un petit peu chez Sora. Et du coup, en janvier 2020, quand je suis parti de CoinHouse, j'ai commencé à freelancer pour Sora et puis j'ai été rejoint full time à partir de juillet 2020. D'ailleurs, tu es parti de CoinHouse pour Sora ou quoi qu'il arrive, tu allais partir et l'opportunité s'est proposée. Non, je suis parti de CoinHouse parce que je voulais faire un break en fait en même temps j'avais pas mal de propositions de freelancing, pas mal de boîtes qui étaient intéressées de bosser avec moi sur différents sujets, dont Sora et donc du coup je me suis dit bon moi c'est le moment d'être consultant et de voilà de voir un peu différents projets et du coup j'étais consultant sur différents projets dont Sora et c'est vrai que Sora m'a pris de plus en plus de temps parce que la croissance était parabolique en fait à partir de, je dirais de novembre 2018, enfin non, novembre 2019 jusqu'à récemment et donc c'était hyper intéressant, il y avait plein de choses à faire et donc ça me prenait de plus en plus de temps et donc suite à une conversation avec Nico, j'ai décidé de rejoindre le projet full time à partir de juillet parce qu'il y avait besoin de toute façon de plus en plus de personnes donc soit je rentrais dans le train, soit je laissais le train passer et donc j'ai décidé de rejoindre le train. Quand tu dis Nico, ouais, c'est Nicolas Julia, qui est le Ouais, CEO toujours actuel hein, de Sora. Et exactement. quand tu es arrivé, vous étiez combien dans l'équipe? Quand je suis arrivé, alors moi quand je suis arrivé en freelance, on était 5. Quand je suis arrivé full time, on devait être c'était le septième. Donc il y a un temps, on a rencontré une autre personne. Et quand je suis arrivé, donc l'équipe était composée de Nicolas Julia, forcément Adrien aussi qui est cofondateur technique, et de trois développeurs, un product designer, et puis moi je suis arrivé après les trois développeurs et product designer. Ouais, donc tu es vraiment un membre de la core team, tu es arrivé au tout début. Et d'ailleurs, vous êtes combien maintenant pour pouvoir comparer entre le début et maintenant On est à peu près 150 aujourd'hui, euh, répartis sur deux bureaux. La plupart des gens sont à Paris, mais on a aussi un bureau à New York. Forcément, le bureau de New York est plus focus sur les sports US, et le bureau parisien un peu plus focus sur le football. Euh, mais voilà, donc on a bien grandi. Et voilà, on a surtout une phase de croissance après la grande levée de fonds où on est passé de 30 personnes à peu près à 150. Et alors, corrige-moi si je me trompe, les deux levées de fonds hein, qui sont assez stratosphériques hein, que j'ai noté, il y avait en février 2021, vous avez levé 40 millions d'euros. Et en septembre, donc pas longtemps après, hein, 580 millions, à ce moment-là pour une valo de 4,3 milliards d'euros. Est-ce que toi, quand tu as rejoint Sorar en janvier 2020, tu t'es douté qu'il y aurait une telle croissance Non. Non, honnêtement, bah, en fait, quand j'ai rejoint en janvier 2020, on commençait à avoir des graphes qui montaient, enfin des courbes très 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 belles. Et en fait, on avait tous les indicateurs d'une traction et de quelque chose qui se passait, quoi. C'était assez fou. Euh, et, euh, et, euh, et du coup, bah, c'était un moment où bah, Nicolas s'est dit, bon, croître vachement. On a besoin, nous, enfin, de savoir de créer plus de crédibilité auprès des ligues, auprès des partenaires. Et donc, effectivement, lever des fonds, c'est intéressant de ce point de vue-là. Donc il commençait à se positionner pour commencer à lever après sa précide d'une seed, qui était la seed au final qui a été annoncée en juillet 2020. Mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est que il a commencé, je pense, son roadshow vers février 2020, mais il y a le Covid qui est arrivé en février-mars 2020. Et je sais pas si tu te souviens du Covid, mais enfin, de ça, mais en tout cas, à ce moment-là, tous les fonds d'investissement se sont dit, ok, nouveau monde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'investit pas? Tout ça, pour tout le monde. Hein. Et du coup, la question s'est aussi posée pour Sora. Puis c'était aussi un peu plus compliqué de pitcher dans cet environnement-là. Surtout qu'au final, Sora, à ce moment-là, pareil toujours, c'est un jeu de fantasy football. Donc nous, on dépend de ce qui se passe sur le terrain
pour que le jeu soit intéressant, puisque s'il n'y a pas de match de foot ou s'il n'y a pas de match de NBA, du coup, il n'y a pas de score sur les joueurs et du coup, il n'y a pas de jeu. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où, effectivement, entre mars 2020 et juin, enfin même juillet ou septembre 2020, il n'y avait plus de match de foot parce qu'il y avait le Covid. Et, euh, et donc, on a dû se réinventer aussi à ce moment-là pour qu'est-ce qu'on fait en tant que jeu de fantasy pour faire continuer, enfin, pour faire en sorte qu'on continue d'avoir un jeu pour que les gens puissent continuer de jouer, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était le contexte, mais moi j'avais aucune idée que le temps d'argent, que ça allait être un succès aussi intéressant en interne, mais aussi en externe. Et c'est hyper intéressant ce contexte de Covid. Comment vous avez fait du coup? Est-ce que vous avez profité de ce temps pour justement continuer à construire le produit? Ou au contraire, vous avez essayé de trouver un peu une rustine le temps que les matchs reprennent dans la vraie vie? Ouais, je dirais un peu des deux parce que la rustine, c'était comment on peut faire en sorte d'avoir encore un jeu alors qu'il n'y a plus de match de foot. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de rejouer des saisons, enfin la saison et ensuite les saisons passées, en disant voilà, voici notre jeu de fantasy. Sur la saison 2019-2020, il y a eu déjà pas mal de matchs. Et donc sur la Game Week, en tout cas le tournoi qui arrive, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des datas aléatoirement d'un des matchs passés. Donc, mettons que c'est la journée numéro 7 de la Ligue 1. Sauf que les gens ne le savent pas, en fait. Et donc, c'est devenu vraiment un sujet, je dirais plutôt un jeu très data orienté, puisque toi, tu pourrais aller crunch, enfin, aller analyser les chiffres des 20 dernières journées et te dire, bon, bah, tel joueur est le joueur qui a le plus performé, et donc c'est tel joueur que je devrais avoir dans mon équipe avant tout. Et donc, ceux qui étaient les meilleurs à ce moment-là sont ceux qui ont vraiment travaillé la data et se sont mis dans des meilleures dispositions pour être bien classés dans les tournois. Donc, on a fait ça, et puis après, on a rejoué des saisons passées, donc 18, 19, etc. Donc, ça, c'était la rustine pour effectivement avoir un jeu et continuer à avoir de la croissance et d'avoir quelque chose qui tourne. Et de l'autre côté, bah, effectivement, pendant les 3 mois où on était en Covid, on a la chance qu'on avait, c'était qu'on avait une toute petite équipe, on était 5, 6, 7 et voilà, on se retrouvait pas, mais on en parlait, on se parlait tous les 2 jours voilà, en mode stand-up et tout, sur ce qu'on devait améliorer dans le produit, les clubs qu'on devait lancer. Et ce qui était intéressant peut-être pour nous de ce point de vue-là, c'était que tous les clubs de foot à ce moment-là ont perdu leur revenu, enfin, un des revenus principaux des clubs de foot, c'était le ticketing. Donc ils avaient plus de ticketing et donc ils avaient besoin aussi de développer de nouveaux types de revenus. Et nous, on arrivait auprès des clubs de foot en leur disant, bah voilà, on est Sora, on fait des cartes de footballeurs numériques, on voudrait avoir la licence de votre club ou de votre ligue. Et du coup, pour cette licence-là, on vous propose X en termes d'argent et en termes de revenue share, etc. Et ces clubs de foot, bah, pour eux, c'était une panacée, enfin, c'était quelque chose de super intéressant, puisque ils passaient de zéro revenu sur ce sujet de licensing, qui est des cartes de footballeurs numériques, à quelque chose. Donc même si pour beaucoup ne comprenaient pas totalement ce qu'on faisait, je trouvais ça intéressant. Et plus nous, on avait des clubs de foot sous licence, plus on avait aussi de la crédibilité pour en avoir d'autres. C'est-à-dire que par exemple, en décembre 2019, on a annoncé l'Olympique Lyonnais, l'Atlético de Madrid, euh, le FC Nantes, etc. Et donc, si tu es, je sais pas, Valence ou le FC Séville derrière, et tu vois que l'Atlético Madrid travaille déjà avec eux, déjà, tu peux demander à l'Atlético Madrid est-ce qu'ils payent correctement, est-ce qu'ils vous ont payé, est-ce que ça marche bien, est-ce qu'ils sont sérieux et fiables. Et donc voilà, on a commencé à avoir un peu cet effet boule de neige, club par club, quoi. Et finalement, paradoxalement, le Covid, ça vous a plutôt servi. Parce que est-ce que les clubs vous auraient autant écouté sans le Covid ou justement le fait, l'absence de match, justement, a suscité le besoin pour les clubs de chercher de nouvelles sources de revenus? Moi, je pense que ça nous a servi, ça a accéléré en fait le processus. Ouais. On avait déjà des bons clubs pré-Covid, comme l'Atlético de Madrid justement, et on avait des bonnes conversations. On a lancé la Juventus en février 2020. Donc voilà, on était déjà sur des clubs de renommée internationale avec des joueurs de renommée internationale. Mais le fait qu'il y ait le Covid, ça a pu accélérer ce processus-là pour nous, et donc ça c'était intéressant. Et d'ailleurs, enfin, ça mène vraiment à une question, parce que tu as parlé justement de euh, cette histoire de licence avec les clubs. Mais quand je vois par exemple ce qui se passe sur le rugby, donc sur le rugby par exemple en France, il y a trois acteurs, hein. Il y a Ovalie,
J'ai même plus le nom des deux autres, mais voilà, il y a trois acteurs qui sont positionnés. Et en fait, il y en a un qui négocie les licences avec certains joueurs, d'autres qui négocient les licences avec des clubs, et un autre qui négocie les licences directement avec la ligue, en fait. Vous, du coup, vous avez négocié les licences avec les clubs, de ce que je comprends. Est-ce que derrière, vous avez négocié avec la ligue? Et en fait, comment ça se goupille? C'est quoi, en fait, l'intérêt de négocier avec l'un ou l'autre? Ouais, alors en fait, quand tu es joueur professionnel dans un club de foot euh, ou un club de sport en général, quand tu signes ton contrat avec eux, tu donnes tes droits d'image, en fait, ils vendent tes droits d'image au club. Et donc, la façon de vendre ces droits d'image au club et la façon dont ils les achètent, c'est en te payant un salaire. Forcément, si tu es Cristiano Ronaldo ou si tu es un joueur un peu moins connu, tu vas pas avoir le même salaire parce que tu n'auras pas les mêmes droits d'image, c'est le même niveau de merchandising, de revente pour le club. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent justifier aussi des salaires beaucoup plus importants. Nous, on licence, en fait, on licence directement avec les clubs ou avec les ligues. Et effectivement, les ligues, ce qui est intéressant peut-être avec les ligues, c'est que les ligues parfois peuvent avoir la licence pour tous les clubs. Donc, c'est-à-dire que si tu travailles avec la Première Ligue, bah, du coup, tu as directement les droits d'image de tous les clubs de la Première Ligue et de tous les joueurs de la Première Ligue à travers la Première Ligue. Et après, la Première Ligue, elle, va rétribuer aux clubs et donc aux joueurs les revenus qui sont issus du partenariat. Donc après, au tout début, quand on s'est lancé, la toute première ligue qu'on a avec laquelle on a travaillé, c'était la Pro League en Belgique. Mais par exemple sur la France, voilà, on était tout petit, c'était impossible d'envisager de parler avec la Ligue 1. Enfin, on leur parlait, mais d'avoir un contrat avec la Ligue 1, il fallait qu'on construise notre crédibilité, je dirais club par club. Mais in fine, si tu regardes les gros acteurs comme un EA Sports, aujourd'hui, ils ont des partenariats avec les ligues en direct. Et après, ils ont des partenariats avec des clubs qui sont plutôt des partenariats marketing en fonction de ce qu'ils veulent faire avec ces clubs-là. Parce que quand on a un partenariat avec la ligue, c'est un partenariat qui est groupé. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on peut faire un deal, je dirais, marketing spécifique ou une activation spécifique sur un club. Si on veut faire une activation spécifique sur un club, il faut être partenaire du club. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous, on a 300, plus de 370 partenaires de sport sous licence, dont il y avait la première ligue qui est forcément la plus grande ligue de foot au monde, la NBA qui est le troisième plus gros sport au monde après le football et le cricket, et après toutes les top ligues au monde de foot et puis bon, la MLB qui est le troisième sport. Ok. Et alors, moi, la question que je me pose, c'est donc, comme tu as dit, les ligues, c'est elles qui sont les plus puissantes. Et donc, au début, tu négocies avec les clubs. Mais comment ça se passe, par exemple, si on prend l'exemple de la Ligue 1, tu avais un Ouais, concurrent de Sora, on va prendre par exemple Unagi, qui avait ouais, négocié, je sais pas, un- une exclusivité avec, on va dire, le LOSC, donc ouais. le club de Lille. Comment vous auriez fait, vous, pour avoir justement la possibilité d'obtenir cette droit à l'image sur les joueurs du club du LOSC? Bah, tu fais pas. C'est le but d'une exclusivité, c'est que Ouais, nous, on peut pas voir ensuite les droits à l'image de tous les joueurs lillois. Cependant, effectivement, l'activité, celle qui Simagny à Lille en exclu, c'est-à-dire ils ont signé une exclu avec Lille, mais ils n'ont pas signé une exclu avec tous les joueurs de Lille. Donc nous, on peut toujours individuellement aller signer les joueurs de Lille, mais du coup, on le signerait sans le maillot lillois, sans les cuissons lillois, sans en fait l'IP lilloise. ok. Et si tu regardes aujourd'hui Sora, en fait, toutes les cartes que l'on a, elles ont toujours l'IP du club. On n'a pas encore créé de carte en fait Mbappé sans par exemple sans le maillot du PSG. Euh, donc c'est pas trop dans notre stratégie aujourd'hui, mais c'est un truc qui pourrait être intéressant. Euh, mais c'est aussi ça qui est intéressant dans ce business-là des ayants droit, que ce soit pour le foot ou pour n'importe quel, euh, je dirais, IP, culturel, manga, Pokémon, tout ça. C'est que les exclus se payent cher parce qu'effectivement, une fois que tu as une exclu, tu protèges ton marché d'une forme de concurrence. Mais après, t'as des marchés, sur le marché effectivement du fantasy sport, en leverageant cette techno sur le NFT. C'est un marché qui est nouveau, c'est un marché qui a été créé par Sora, c'est un marché qui a attiré de nouveaux acteurs comme Onagi, comme tu l'as cité. Euh, mais c'est un marché qui est encore relativement naissant, sur lequel les ayants droit aussi
essayer de comprendre ce marché, qui sont les acteurs de ce marché. À la différence de, par exemple, le marché du jeu vidéo console type FIFA, bon, bah, aujourd'hui, il y a deux acteurs principaux qui sont Konami et EA Sports. Je pense que dans le marché Warcraft Fantasy, on aura aussi un peu cette dichotomie où il y aura toujours un acteur principal à la EA Sports et après des plus petits acteurs qui essayent de créer quelque chose de différent, de différenciant avec une IP qui est forcément différente parce qu'on va avoir l'IP qui a été signée par le concepteur si cette IP était signée avec des deals d'exclusivité. Ouais, j'ai l'impression que c'est un business où il y a une énorme barrière à l'entrée. Une fois que le marché a été établi, vous, en l'occurrence, vous avez beaucoup d'exclusivité. Donc, si demain il y a un acteur qui veut vous concurrencer, bien sûr, ça va pas être un petit acteur. Je pense que c'est un mastodonte qui doit arriver, euh, je pense à Bing dans le monde des 3 TV, qui doit mettre un énorme chèque sur la table pour convaincre les clubs vraiment Ouais, de donner leur exclusivité à un ouais, autre ouais, acteur que c'est Sora. clair. Et je pense que il y a des endroits qui seraient, comment dire, qui seraient ouverts à l'idée de vendre leurs droits potentiellement ailleurs. Mais je pense que si le chèque est suffisamment intéressant, mais il y a des choses qui sont quand même importantes à prendre en considération, qui sont l'expertise du métier et du coup de la communauté et du produit que tu as construit. C'est-à-dire que là, on est sur un type de jeu qui est un jeu fantasy avec des cartes NFT, qui est très différent que de faire justement la retranscription de droit télé. Parce que c'est un métier différent, c'est un consommateur différent, c'est une expérience différente. Et donc, je dirais que plus on s'établit, plus on se développe, plus on est en train d'acquérir cette expertise-là de cette industrie-là, puisque c'est une industrie qu'on a co-créée avec les autres acteurs. Et donc plus au-delà, je dirais, d'une forme d'exclus, plus on est compétent et important et intéressant pour nos partenaires. Et ça va dans le fait que voilà, si on est maintenant à la Liga, par exemple, on est partenaire avec eux depuis bientôt 3 ans, la relation reste instable, on les connaît très bien. Donc c'est des choses qui ont de la valeur aussi. Et alors, dernière question concernant ces licences, est-ce que ça peut arriver que vous négociez en direct donc un contrat avec une licence, enfin avec une ligue en particulier, et que finalement il y a un des clubs de la ligue qui ne souhaite pas justement signer le contrat? Est-ce que c'est déjà arrivé ou en général les clubs suivent justement la ligne de conduite de la ligue? En général, les clubs suivent la ligne de conduite de la ligue. Après, ça dépend de. En fait, c'est plus une question entre la ligue et les clubs plutôt qu'une question par rapport à nous. Mhm. Donc, il y a des ligues comme la première ligue où bah, tout est fait ensemble. Donc, les 20 clubs sont tout le temps dans les deals de la ligue. C'est vrai que la première ligue, elle a 10 partenaires. Seulement 10 partenaires globaux. euh, et que du coup, Sora est le numéro 10. Et que avant Sora, la première ligue n'avait pas signé de nouveaux partenariats depuis 40. Oh non. Ah, le plus jeune partenaire de la première ligue, c'est Sora. On a 5 ans. Le deuxième plus jeune, c'est eSports, qui a 47 ans. Euh, donc ça montre un petit peu, je dirais, à quel point c'est difficile de devenir partenaire de la première ligue. Euh, mais l'autre chose, voilà, c'est sur ta question, il y a des ligues parfois qui ont des deals avec leur club où ils représentent, sur tout ce qui est contrat, 18 des 20 clubs. Ou parfois il y a un club ou deux qui ne sont pas présents. Et c'est plus des questions politiques internes à la ligue que des questions du partenaire ou du partenariat en général. Ok. Et dans ce cas-là, du coup, la solution, c'est, ouais, comme tu l'as dit, de négocier en Tu direct avec les complètes joueurs. vraiment en direct avec les clubs derrière. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant. Et alors, si on prend par exemple la NBA, vous en êtes où avec la NBA? Parce que pour le foot, j'ai l'impression que vous avez négocié des exclusivités avec les 5 plus gros, enfin, en tout cas, les plus gros championnats américains, européens, pardon, donc euh, Italie, Espagne, France, Angleterre. Ouais. Mais du coup, oui, alors ça c'est vrai pour le foot et donc pour la NBA, on en est où? On est partenaire de la NBA, on est partenaire. En fait, aux États-Unis, ça marche un peu différemment, c'est-à-dire que euh, tu dois faire le partenariat avec la ligue, mais également avec l'équivalent de l'Union nationale syndicat des joueurs, qui, euh, qui a une très forte présence politique et économique. Et donc, pour avoir le droit des joueurs, tu as besoin d'être partenaire de cette association. Et en l'occurrence, la NBA, donc la National Basketball Players Association. Et donc, on est partenaire des deux. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser l'image des joueurs et l'image de la NBA et de ses franchises. Et là, ça fait un an, plus d'un an, je pense qu'on est partenaire de la NBA.
Donc voilà, et la NBA avait déjà lancé un produit qui a marché du tonnerre également en 2020 et 2021 qui s'appelait NBA Top Shot et qui s'appelle toujours NBA Top Shot d'ailleurs, mais qui était un petit peu différent de Sora puisque c'était des collectibles pas statiques mais vidéo et différent aussi dans l'approche, on fait dans la philosophie où ces collectibles, c'était vraiment purement que des collectibles, on pouvait pas en faire grand-chose. Euh, il y avait un jeu, il y a toujours un jeu qui est un jeu de collection, donc on a essayé de collectionner un maximum et de différents sets de collection et on développe des challenges, etc. Euh, mais il n'y avait pas cette notion de fantasy. Euh, donc nous, on est le partenaire NBA Fantasy euh, qui associe du Web3 à ces collectibles et eux sont le partenaire vidéo, vidéo Web3 de la NBA. Donc on est chacun, si tu veux, dans des catégories différentes avec des produits différents et donc de ce point de vue-là, par exemple, NBA Top Shot et nous, on n'est pas vraiment compétiteurs. Au contraire, je pense que le fait que eux marchent bien ou que nous marchons bien, c'était bien pour le marché en général parce que ça veut dire que effectivement, il y a de l'intérêt et on grossit le gâteau, quoi. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équivalent de Top Shot en Europe pour les championnats de football, ouais, que ce soit en Ligue 1 ou. Ils avaient lancé la Liga, nous, ils ont appelé ça la Liga Colasos, et ça a pas trop pris de ce que je sais. Euh, mais l'idée, c'était effectivement des highlights historiques de la Liga de 1996 à 2010, quelque chose comme ça. Et voilà, mais ils ont lancé ça un peu après enfin, le summum de NBA Top Shot et depuis, ça n'a pas trop pris. Ok. Est-ce que tu as des métriques croustillantes à révéler sur le montant des contrats, des licences signées par Non. Sora, que ce soit. Non. Non, je peux pas. Je me mettrai en porte-à-faux en fait par rapport aux Ouais. partenaires si je veux partager ces métriques-là. Donc je peux pas partager ça, mais très simplement en fait on paye du revenu cher. Donc en fonction des revenus que l'on fait, on va partager un pourcentage de ces revenus auprès des ligues et des clubs. C'est près En quel fait, pourcentage d'ailleurs enfin, tu peux le. bah, non, Ça, non. si je peux pas. C'est à Paris, ok. En Yes. fait c'est variable, Bien ça sûr. dépend des ligues et des clubs. Ouais. Euh, et, et après, dans certains cadres, pour certains clubs, pour certaines ligues, on paye aussi une plate fee en fait qui est une sorte de minimum garantie, qui est un modèle assez classique dans le monde du sport pour obtenir la licence. Donc ça aussi c'est variable en fonction du club ou du partenaire. On ne paye pas le même prix pour un club de division 2 française que pour la première ligue. Et c'est normal. Donc, donc voilà. Ok. Pour rappel, hein, sur Sora, en tant que joueur, moi je peux justement, enfin, en tant que joueur, en tant qu'utilisateur, je peux acheter des cartes, revendre ces cartes, les échanger. Euh, Quand je fais ces opérations donc d'achat, vente, échange, est-ce que l'opération elle est directement sur la blockchain ou en fait c'est pas le cas et par contre ça passe sur la blockchain si je sors mes cartes de Sora? Alors, pour rentrer sur ce sujet-là, nous, on est partenaire. La vision blockchain de Sora, c'est tout ce qui se passe sur la marketplace est inscrit sur la blockchain. Euh, donc, tout ce qui est achat, revente, possession, en général, tout ça est inscrit sur la blockchain et donc ça te crée une vraie carte numérique et tu peux savoir justement cette carte-là, qui l'a possédée quand, combien il y en a, et tu as tout ça de manière totalement transparente, que ce soit sur la blockchain ou sur Sora.com directement. Euh, Nous, en fait, on a toujours voulu créer un jeu qui soit accessible à tous et qui soit un jeu mainstream et mass market. Et pour faire ça, on a toujours voulu abstraire en fait toutes les complexités qui sont liées à la blockchain et donc faire en sorte que ce soit pas visible d'une certaine manière, peu visible, seulement visible pour les gens qui le cherchent et qui veulent savoir comment ça marche, etc. Ceci, cela. Mais notre métier, c'est pas d'aller éduquer les masses sur la blockchain. Notre métier, c'est de faire en sorte que les gens s'amusent, redécouvrent leur passion pour le foot ou pour les différents sports, se sentent connectés à cette passion-là à travers les matchs, etc. Et effectivement, si ça marche bien et ils sont utilisateurs de la marketplace, par exemple, de comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire que ces assets-là soient backés par des tokens non fongibles. Pour entrer un petit peu dans l'aspect technique, nous en fait on avait commencé sur un layer 2 qui s'appelait Loom à l'époque en 2019-2020, qui a changé et pivoté, on a dû revenir sur un layer 1 qui était Ethereum.
Sauf que c'était en l'été 2020, et à l'été 2020, il y avait un concept qui s'appelait le DeFi Summer 2020, qui était la première fois que la DeFi prenait vraiment de l'ampleur. Était un concept, et du coup, les gas fees ont complètement explosé à ce moment-là. Donc, on a Et dû d'ailleurs, trouver juste une par rapport à solution. ça, ça veut dire Ouais. qu'il n'y avait pas une transaction sur Sorare, enfin un échange de cartes, c'était pas égal à une transaction sur Ethereum. C'est-à-dire que enfin, vous packagez quand même les transactions pour payer moins cher, j'imagine. Et ça coûtait quand même Non, cher. non, si, Ah chaque oui, transaction sur Sorare, c'était une transaction sur Ethereum, et donc ah oui, c'était extrêmement cher. Et en fait, c'était nous qui subventionnons les transactions. Donc nous, on payait des gas fees très très importantes. ouais. Donc et même au-delà de payer des gas fees très importantes, parfois, parce que pour nous, pour l'expérience utilisateur, on voulait qu'effectivement, quand il y a une transaction sur Sorare, ça se passe en 1 minute, enfin, ou même moins d'une minute. Donc tu transfères ton joueur est acheté, bon, voilà, personne là dans ton équipe. Sauf que parfois les gas fees montaient à 300, 500, 600 gourets, et qu'en plus l'Ether était en train de monter également en termes de prix, donc c'était impayable. Donc on avait quand même des limites de paiement, ce qui voulait dire que parfois on avait des délais de transfert de plusieurs heures. Alors, ça nous est arrivé, je pense, d'avoir des transferts d'un jour ou deux, euh, pour cette raison-là. Donc on a dû tout de suite en fait, trouver une solution, et on a pris un peu notre temps parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions de scalabilité à l'époque en été 2020. Mais on a décidé de bosser avec Starkware, qui avait commencé à bosser sur Startex, qui est en gros un réseau enfin, où tu peux créer ton propre roll-up. C'est un zip roll-up, et la techno des zip roll-up était la techno qui nous paraissait la plus pertinente et la plus intéressante, plutôt que de créer des sidechains ou d'autres types de roll-up. Et Donc là, on parle juste de Zero Knowledge Proof, et donc c'était un layer 2, enfin une surcouche Ethereum en fait. exactement, donc c'est un layer 2 Zero Knowledge Proof sur Ethereum. Euh, et bon, au final géré, en tout cas licencié ou vendu, si tu veux, par Starkware. Donc on a fait ce partenariat avec Starkware. Et donc depuis ce moment-là, on est sur Starkware, sur notre propre roll-up, si tu veux, qui est en layer 2. Donc en fait, quand tu achètes une carte Sorare, ou enfin, quand tu fais une transaction sur Sorare, que tu possèdes, c'est que tu possèdes une preuve de la transaction sur le layer 2. Donc c'est backé par enfin, le layer 2 avec Starkware, et c'est un layer 2 qui est centralisé autour de eux et nous, puisqu'on a deux personnes dans le data availability. Je vais pas rentrer dans la complexité de la tech, mais tout ça. Mais du coup, ce qui veut dire que si tu veux retirer effectivement ta carte sur Ethereum et la vendre sur OpenSea ou la vendre sur n'importe quelle autre plateforme, tu le peux. Euh, il faut juste aller withdraw et mint en fait la carte de Sora vers Layer 1. Donc c'est entièrement possible, et il y a des gens qui le font, mais la réalité de Sora, c'est que peut-être 1% des gens qui le font. Donc, si tu veux, tu as la promesse derrière de la blockchain, mais avec la simplicité d'une application Web 2. Clairement. Et d'ailleurs, bah, ça mène à deux questions. La première, bah, déjà, avec cette nouvelle configuration, combien vous payez, parce que vous subventionnez toujours les transactions, j'imagine, enfin les échanges, combien Ouais. ça vous coûte par échange? Alors, tu me poses un peu une colle, je t'avoue, parce que je n'ai pas la mesure de te répondre exactement à ça. Mais on est dans l'ordre de quelques centimes, j'imagine, et pas quelques Voilà, dollars. on est dans l'ordre de quelques centimes. On est dans Ok. l'ordre de quelques centimes, ce qui est encore trop cher en réalité. Mhm. Et nous, le but, là, c'est de trouver une solution qui permettrait de payer moins d'un centime par transaction. Ce Ok. qui serait vraiment voilà, je dirais game over d'un point de scalabilité, mais ça serait ça l'idée. Et il n'y a pas encore vraiment de solution aujourd'hui qui t'offre le niveau de coût à moins d'un centime, le niveau euh, de décentralisation et, euh, et de sécurité que l'on souhaite. C'est un peu ça le sujet que tu dois connaître, qui est l'idée du critique en fait de la scalabilité de la blockchain, qui est effectivement être scalable, être sécure, et être décentralisé en même temps. Et ça, c'est un peu la difficulté, quoi. Carrément. Et pour revenir donc sur l'autre point, si tu parlais justement d'abstraire la complexité pour les utilisateurs, parce que en fait finalement les utilisateurs de Sorare sont pas forcément des utilisateurs du monde de la blockchain de base, c'est plus des fans de foot, des fans de sport. Et donc l'idée, j'imagine, hein, c'est que vous créez un wallet pour chaque utilisateur qui se connecte avec soit son social login type Google, Facebook, ou avec son adresse mail. Et en fait lui, sans qu'il ne le sache, vous lui créez un wallet dans Sorare en fait. Exactement.
Mais après, on n'est pas custodian puisque ce wallet-là, c'est lui qui le host, si tu veux, à travers. Donc oui, on simplifie le hosting, mais ce wallet-là, il est encrypté par l'utilisateur avec son mot de passe. Donc, grosso modo, nous, on n'a pas accès à son wallet et Mhm. on peut pas en fait bouger les fonds de son wallet sans que l'utilisateur vienne signer à travers son mot de passe. Si je simplifie un petit peu hein, le processus. Mais voilà l'idée. En tout cas, on a un setup qui, euh, qui est, euh, qui est self-custodial à travers ça, mais qui est aussi extrêmement facile de compréhension d'utilisation pour n'importe qui. Et quand tu utilises Sora, on te demande jamais de créer ton propre wallet, etc. Tout est créé de manière automatique pour toi. Et d'ailleurs, est-ce que avant on pouvait se connecter avec son wallet sur Sora parce que j'ai l'impression que c'est plus possible. Enfin, tu peux d'abord te créer un compte avec ton adresse mail, puis après ajouter ton wallet parce que vous vous êtes rendu compte que justement ça peut-être ça desservait le discours et que ça a apporté de la complexité peut-être en termes d'expérience utilisateur et de parcours. En fait, si, enfin, ton wallet, il est de toute façon automatiquement créé au moment où tu crées ton Ouais, compte Sora. Mais tu peux mapper ton wallet à ton compte Sora, et ouais, donc ça permet en fait deux choses. Ça permet d'envoyer des fonds. Si tu as des fonds, mettons, if que tu utilises dans Sora, tu peux les envoyer comme ça en mappant ton wallet. Et la deuxième chose, c'est que, bah, effectivement, si tu veux retirer tes cartes Sora vers ton wallet, il ouais, faut que tu ton peux. wallet soit mappé à ton compte. Et donc, en faisant ça, tu peux ensuite mint, enfin, et withdraw du coup tes cartes sur ton wallet à toi, et ensuite pouvoir les utiliser sur la layer 1 d'Ethereum. Mais mon point c'était plutôt tu peux pas maintenant te connecter avec enfin avec un type MetaMask Connect ou ce serait directement Si tu peux, bah, tu peux tu ok peux, ouais. Ouais, c'est ouais. toujours possible Mais sans, c'est sans toujours adresse mail. possible. Ouais, ouais, c'est toujours. Ah, non, sans adresse mail, non. Non, non. Ouais. Mais en fait, ça n'a jamais été possible. C'est-à-dire Ça n'a que. jamais été possible. Parce qu'en fait, Ouais, il y a beaucoup de. ça- Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de projets en fait Web3 qui ont fait un peu machine arrière parce que ça peut-être ça a complexifié un peu l'expérience utilisateur parce que les gens se demandaient ah bah moi j'ai pas ça. Ouais, ouais, bah nous, on n'a jamais fait ça. Très Ok. simplement, on n'a jamais permis de juste login avec ton wallet et voilà. Et enfin, encore une fois, on a un jeu, une fois, on m'a dit qu'on était du web 2.5, quoi, c'est assez drôle et assez vrai. Alors, au final, voilà, tu t'inscris comme tu t'inscris sur n'importe quelle plateforme avec ton mail et ton mot de passe. Ce qui est intéressant aussi d'un point de vue de la marketing, parce qu'on récupère un mail Ouais. et après on peut justement aller marketer sur ce mail si la personne n'a pas converti, etc. Mais voilà, en tout cas, tu peux le mapper après, pas Ouais. au début. Ok. Et pour venir sur les cartes, donc il y a différents niveaux de cartes qui sont plus ou moins rares. Aujourd'hui, les cartes les plus rares, elles coûtent à peu près combien sur ce rare? Euh, Là, il y a des cartes pour tous les prix. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on ne choisit pas le prix des cartes. Toutes les cartes sont vendues aux enchères. Mhm. Donc le marché, si tu veux, il est totalement libre dans le sens où le prix des cartes est déterminé par l'offre et la demande. Et l'offre, bah, nous, elle est préétablie puisqu'on dit que par joueur, par saison, il y aura un maximum une carte unique, une carte super rare, 100 cartes rares et 1000 cartes limited. Et la demande, elle dépend de la valeur je dirais, du joueur, du collectif, etc., etc. Donc la demande est déterminée vraiment par les fans de foot. Et voilà. Et du coup, quelles sont les cartes? Tu peux acheter des cartes pour quelques centimes. Et tu peux également acheter des cartes pour des dizaines ou voire des centaines de milliers d'euros. Voilà, la carte, le record de vente, c'était Erling Haaland qui s'est vendu 650 000 euros. Il semble énorme pour beaucoup, mais ce qui est petit à l'échelle de prix qui sont dans le marché des collections de cartes. Donc, par exemple, si tu prends une carte de baseball, il y a une carte de baseball qui a été vendue pour 12 millions d'euros il y a 1 ou 2 ans. Cette carte de baseball, enfin, c'est juste une carte de baseball en fait, c'est tout, quoi. Beaucoup de gens voient sur le marché des cartes de sportifs, un peu comme le marché de l'art, comme tu achèterais un Picasso, comme tu achèterais un Cézanne, etc. Et ça peut se défendre, de se dire, bon, bah, quand j'achète une carte de Zizou, AS Cannes, 86, il n'y en a plus beaucoup, c'est un artiste, moi, c'est ma forme d'art à moi, de se dire, bon, bah, je suis prêt à mettre 10 000 euros sur eBay pour acheter cette carte. Et d'ailleurs, cette carte se vend à peu près à ce prix-là. Et donc, ça, c'est des cartes physiques, et de la même manière, bah, des cartes numériques se vendent aussi. Parfois à des prix importants ou moins importants en fonction de la notoriété du joueur. Surtout, j'ai l'impression que sur Sora, il y a quand même une double utilité. Donc, il y a l'aspect collection
dont tu parlais, mais un peu l'aspect aussi retour sur investissement. Parce que quand même, le but de Sora, c'est de faire. Donc, comme tu disais, tu participes à des journées enfin, des ligues. Tu fais ton équipe de joueurs. Et donc, après, selon tes performances, tu peux être incentivé en carte. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Et donc, tu peux gagner de l'argent plus ou moins. T'as un retour sur investissement. Oh, ouais, ouais. Alors, t'as un retour sur investissement, c'est pas forcément le terme que j'utiliserais. Oui, C'est sur Sora, tu peux, comme sur eBay, acheter des cartes de joueurs de foot. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que tu as une marketplace, comme une marketplace en fait physique. Et pourquoi je prends l'exemple de la marketplace physique? C'est parce que peu de personnes comprennent que, en fait, un objet qui est backé par un NFT, c'est comme un objet physique, dans le sens où tu peux l'acheter, tu peux revendre où tu veux, comme tu veux, en même temps sur différentes plateformes, et que cette carte, elle existera toujours, comme un objet physique, donc il n'est pas dégradé. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, et donc en fait, il y a beaucoup de similarités avec le marché physique des cartes. Après, la différence, effectivement, dans ce cas-là, c'est que tu peux également l'utiliser dans un jeu. Et le jeu, c'est un jeu de fantasy. Donc, comme tu pourrais l'utiliser dans un jeu de fantasy type RPG, bah là, tes joueurs sont représentés par des cartes. Et effectivement, dans le jeu Sora, si tu performes bien, si tu es un bon manager, si tu as du skill, alors tu peux gagner des récompenses. Et les récompenses, ça peut être des cartes, ça peut être des expériences. Par exemple, on a fait un jeu pour la Coupe du Monde 2022 et c'était le Sora Global Cup. Et les 5 premiers gagnaient l'expérience de jouer avec Zizou au Z5 à Aix-en-Provence, d'aller voir un match de Marseille en VIP, etc. Et toutes ces expériences, je dirais, uniques en son genre, c'est des expériences que nous, les gens qui jouent à Sora, sont extrêmement friands. C'est des expériences que tu ne pourrais pas acheter même si tu étais multimillionnaire, si tu veux. Donc nous, c'est l'idée de jouer à Sora, c'est de jouer avec ses potes, c'est de reconnecter avec sa passion. J'ai plein d'exemples en fait de streamers de foot, de FIFA, qui jouent à FIFA mais qui ont perdu en fait le goût du foot parce qu'ils jouent à FIFA mais ils ne regardent plus des matchs de foot. Et en fait, l'intérêt de Sora, c'est que ça te permet de reconnecter avec des matchs de foot, de redévelopper cet engagement que tu peux avoir avec les matchs de foot là, et de se retrouver autour de ça. Donc là, on a lancé un mode de jeu justement la semaine dernière, qui s'appelle Sora Rivals, qui est un mode de jeu totalement free-to-play, sur lequel quand tu joues, bah, tu vas aller challenger tes potes autour d'un match et en fonction de ton classement, enfin, en fonction de ton score dans ce match-là, tu vas gagner de la réputation. En fonction de ta réputation, tu vas pouvoir gagner des récompenses. Et ça, pareil, de manière totalement free-to-play. Donc voilà, c'est vrai que au cœur, je dirais pas au cœur, mais il y a cette notion de si tu es bon, tu peux gagner des récompenses. Mais tout ça dépend de ton skill en fait, plus qu'autre chose. ok. Et c'est marrant, j'ai te demandé justement, donc tu parlais de MPG, hein, qui est mon petit gazon. En gros, une app, hein, où on peut faire des ligues privées entre potes. C'est complètement gratuit. Et donc, pareil, comme sur Sorare, les performances des joueurs qu'on a vont dépendre des performances des joueurs dans la vraie vie. Et donc, avec ce nouveau ce nouveau mode dont tu parlais, l'idée, c'est vraiment de concurrencer en fait mon petit gazon. Parce que là, c'est vraiment un free-to-play, donc t'as pas besoin d'acheter des cartes pour pouvoir jouer. Ouais, bah en fait non, c'est pas un oui non dans le sens où nous, on a toujours eu un mode free-to-play Mhm. chez Sora. Donc, c'est depuis 2020-2019, on a toujours eu un mode free-to-play. Euh, la différence entre Sora Pro et Sora Rival, c'est que sur Sora Pro, en fait, c'est un mode free-to-play qui est un mode par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, tu as des tournois. Et donc, tu vas aller, par exemple, faire le tournoi du vendredi au mardi pour les matchs de ce week-end, etc. Et donc, ça va se passer sur 5 jours. Et donc, tu vas pouvoir avoir des joueurs de différentes équipes, mettons, de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille, mais ils vont jouer le vendredi et le dimanche. Et à la fin, en fait, la somme des scores de tous les joueurs va te créer un score de toute ton équipe et va te ranker. Le mode Rival, c'est pas tellement comme mon petit gazon. Donc le mode Sora, je dirais pro, c'est plus comme mon petit gazon, sauf que la différence de mon petit gazon, tu as effectivement des modes où tu peux acheter des cartes, et en fonction des modes où tu peux acheter des cartes, bah, du coup tu es dans d'autres types de tournois euh, avec potentiellement d'autres récompenses. Le mode Sora Rivals, c'est un mode qui est très social, qui est plutôt dans l'instantanéité, c'est-à-dire que là, si tu t'inscris sur Sora et que tu vas sur l'app, tu auras un match dans 5 heures. Parce que je pense qu'il n'y a pas de match il y a pas de match à 15 heures, mais tu as un match ce soir et tu peux tout de suite
composition de l'équipe dans le match de ce soir, inviter un pote, le défier, et en fonction de ça, enfin voilà, de remporter si tu veux le défi contre lui. Et si tu remportes ton premier défi en tant que joueur, ensuite ça t'ouvre un autre mode qui s'appelle Arena, qui est là où tu défies les autres. Et après, tu gagnes en réputation et en fait, c'est classé par ta réputation. Et donc, ta réputation, c'est vraiment est-ce que tu es un bon manager de fantasy ou pas. Et plus tu as une réputation importante, plus tu peux potentiellement gagner des récompenses intéressantes. Ça marche. Et moi, je me demandais d'ailleurs, est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui gagnent de l'argent, enfin, c'est le métier d'être entraîneur sur Sorare et parce que ils ont réussi à acheter des bons joueurs, avoir des récompenses suffisamment importantes pour justement que ça devienne un métier ou peut-être que tu sais pas, ou c'est pas le but de Sorare Non, finalement. aujourd'hui c'est vraiment plus vu comme une passion Ouais. que comme un usage type métier. Et voilà, on est un jeu et c'est vraiment ça la chose à retenir. C'est un jeu avant tout et il faut l'utiliser comme un jeu, le voir comme un jeu. Après, il y a forcément différents types d'attitudes, je dirais, de joueurs. Et si je reprends encore une fois l'exemple de Carpanini, sur eBay, il y a des gens dont leur métier c'est de faire de l'achat-revente de Carpanini sur eBay et qui possèdent, je sais pas, 50 000 cartes Panini chez eux et qui ont racheté plein de cartes Panini il y a 1, 2, 3, 5 ans et qui maintenant les revendent avec un certain premium. Et donc là, de la même manière, tu peux avoir un peu ce type de comportement, ce type d'utilisateur pour qui, bah, en fait, ils sont dans l'achat-revente et c'est quelque chose qui peut se faire. De là à en faire un métier, je pense pas, mais c'est des choses qui peuvent se faire et qui se fait dans tout marché en fait, que ce soit le marché de l'art, le marché des cartes physiques, le marché des sneakers, et tu essayes de déceler, si tu veux, comment dire, une incohérence de marché ou amener une forme de market making dans le marché. Donc ça existe. Ça marche. J'avais vu qu'en 2022, Sora a été mis en garde par l'ANJ, hein, c'est l'autorité nationale des jeux. Est-ce qu'il y a toujours cette menace qui plane d'être assimilé à un site de paris sportif ou c'est plus le cas Bah en fait, nous, depuis toujours et toujours aujourd'hui, on n'est pas, on ne souhaite pas faire du pari sportif. On ne se considère pas comme du pari sportif et on ne veut pas être du pari sportif. Euh, et je pense que ça, c'est la chose la plus importante déjà à comprendre. Et c'est pour ça que sur la mise en garde de la NJ, c'est le discours qu'on a toujours tenu en expliquant que voilà, c'est, on n'est pas du pari sportif. Selon une lecture juridique, mais également une lecture, je dirais, philosophique de ce que l'on souhaite faire. Ensuite, je pense qu'une fois que ça s'est dit, il faut comprendre que Solar, c'est un nouveau business model. Euh, Comme il y en a toujours eu, enfin, comme l'innovation peut apporter, comme Airbnb était un nouveau business model, comme Uber est un nouveau business model, qui a donc besoin de nouvelles règles pour, je dirais, encadrer ce nouveau business model-là. Et donc, nous, notre postulat, en fait, c'est de dire, OK, il y a besoin de nouvelles règles et il y a besoin, du coup, de travailler avec les pouvoirs publics, avec le régulateur ou les régulateurs, avec les parlementaires, avec la communauté, les consommateurs, etc., pour établir ces nouvelles règles et faire en sorte que ce soit des nouvelles règles qui protègent les consommateurs, qui protègent également l'innovation et permettent l'innovation en France. Et donc c'est un sujet dont on a parlé avec eux. Et là, il y a eu une loi, en fait, il y a eu qui s'appelle SREN, dans lequel il y a justement un sujet euh, qui s'appelle Genome, en fait, qui est un encadrement pour les types de jeux comme Sora, qui est un jeu pour objets numériques échangeables. Et donc, nous, on s'inscrit en fait dans ce projet de loi Genome. Euh, et donc, voilà, il y a une sorte d'expérimentation qui va arriver pendant 2 ou 3 années sur ça. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, parce que c'est pas moi qui mène directement ces efforts-là, donc je préfère pas dire beaucoup plus, mais voilà où on en est. Ça marche. Euh, je te propose de parler un petit peu maintenant de ton poste. Toi, c'est quoi ton rôle au sein de Sorare? J'imagine qu'il a pas mal évolué entre le moment où vous étiez 5-6 et maintenant vous êtes 150. Tu es toujours hein, sur la grosse. Et d'ailleurs, depuis le début, tu as toujours été sur la grosse. Et je trouve ça intéressant d'ailleurs, parce que souvent, quand une boîte scale, ça peut arriver qu'on remplace euh, des profils parce que peut-être que c'est pas le même niveau de seniorité ou d'expérience qui est attendu de certains profils. Et donc, toi,
tu as réussi à justement toujours être, entre guillemets, le master de la grosse chez Sorar. Est-ce que tu peux un peu expliquer en quoi ça consiste, comment ton poste a évolué? Ouais. Alors, en fait, je suis plus vraiment en growth. Faut que je update ma bio LinkedIn, mais Ok, justement, on peut en parler. Ah, en fait, moi, je suis arrivé chez Sora, j'étais le seul en marketing, donc si tu veux, j'étais mhm. le marketing manager de Sora qui faisait tout. Qui allait de justement les réseaux sociaux, Discord, les mails, enfin, vraiment tout comme on peut faire dans une boîte de 5 quoi. Et au fur et à mesure de la croissance, on commençait à plutôt me spécialiser justement sur les sujets growth qui étaient mes sujets de prédilection. Avec, je dirais comme moteur ce soir, nous, la façon qu'on a réussi à grandir aussi vite, c'est à travers deux, trois, deux, trois petites catégories de croissance. La première, c'est le parrainage, euh, qui est toujours un peu un sujet compliqué à débloquer, mais chez qui nous, ça a vachement bien marché. Et Et donc, pourquoi compliqué à débloquer en général? Parce que les gens veulent pas parrainer ou parce que c'est quoi le frein? bah, je pense que de toute façon, le parrainage, si ton problème de parrainage marche bien, ça veut dire que ton produit remplit sa promesse et que les gens sont contents de la promesse de ton produit, sont heureux, ils sont prêts à aller parrainer leurs amis et à trouver des amis, etc. Et aussi que peut-être que le problème de parrainage il a été bien construit avec un incentive qui est intéressant, etc. Donc, si on regarde Airbnb, si on regarde Uber, ils ont toujours grossi à travers le parrainage, qui était, je pense, pour eux aussi à peu près 50% de leur croissance, voire plus à certains moments. Et pour Sora, c'était le cas, c'est-à-dire que plus de 50% de la croissance du nombre de nouveaux managers de Sora venait du parrainage. Euh, donc, on a eu cette chance-là d'avoir un programme qui marche bien. Euh, L'autre, c'est l'affiliation, qui est parfois un peu un gros mot au marketing, mais qui est grosso modo comment incentiver, je dirais, des créateurs de contenu, des médias et différentes personnes qui ont des audiences à parler de ce produit-là. Pourquoi elles auraient envie de parler de ce produit-là, pourquoi elles le font, et comment elles en parleraient. Et donc, dans notre cas, on a eu bah, voilà, des médias, des créateurs de contenu, beaucoup de créateurs de contenu qui ont fait du contenu sur Sora, qui ont expliqué Sora et qui ont invité leur communauté à jouer à Sora avec eux. Et Euh, ils étaient rémunérés pour faire ça ou ils partageaient leurs liens justement de parrainage? ils partageaient leurs liens d'affiliation. Mhm. Et oui, c'est en fonction de si les personnes achetaient des cartes sur le marché primaire, ils touchaient un pourcentage de C'est ça. rémunération sur les cartes qui étaient vendues Ouais. euh, pour leurs utilisateurs. Et de la même manière que voilà, Amazon a un problème d'affiliation, si toi tu mets un bouquin que tu aimes bien et que tu mets ton lien affilié, bah, tu vas toucher un pourcentage de la vente de ce bouquin. Là, c'est exactement le même principe en fait. Donc ça marchait pas mal aussi. Donc c'était à peu près 20% de croissance, donc 50% référal, 20% affiliation. Et le reste, c'était vraiment de l'organique en général. C'était la presse, de la marque, c'était les clubs qui communiquaient sur nous, etc. Et ça apportait aussi beaucoup de trafic, peut-être un trafic qui était moins qualifié, moins intéressé par le produit, parce que c'était pas un trafic qui avait été invité par des copains qui jouaient déjà au jeu, ou invité par des créateurs de contenu qui voulaient la FIFA ou Football Manager, et qui sont déjà dans cette univers-là du gaming autour du foot. Mais c'est ces trois sujets-là, en fait, que je vais manager en priorité pendant, je dirais, les 2 premières années chez Sora. Et même les 3 premières années chez Sora. Et là, ces derniers temps, depuis le début de l'année, en fait, depuis le milieu de l'année dernière, je suis brand marketing director sur le film de foot. Et donc, c'est comment on parle de la marque, comment on fait vivre la marque auprès de nos partenaires, quelles sont les campagnes de marque que l'on va développer pour annoncer des nouveaux produits comme Rivals. Donc, par exemple, avoir bossé sur la dernière campagne avec Gérard Piqué et Zinedine Zidane sur l'annonce de notre mode de jeu Rivals. Et comment on fait en sorte que la marque se développe dans, dans le marché prioritaire qui sont l'Europe et les États-Unis. Ok. Petite question de la communauté, et d'ailleurs j'en profite pour faire une annonce. Maintenant, vous pouvez désormais rejoindre un canal Telegram qui se trouve en description de l'épisode.
où vous aurez la liste des invités à l'avance et vous pourrez poser des questions. Et une des questions, justement, c'était quel était le hack ou l'action qui a eu le plus gros impact sur la croissance et comment tu l'as exécuté. Mais concrètement, de ce que je comprends, c'est que surtout, ça a été le parrainage et l'affiliation. Euh, Peut-être que pour l'affiliation, quand même, j'imagine que vous avez dû rentrer en contact avec ces médias ou ces influenceurs enfin, qui opinion Ouais, leader de manière générale. ouais, bah le plus gros hack, c'était le parrainage, Mhm. clairement. Euh, En fait, c'était déjà, les gens se parrainaient déjà, mais ils n'avaient pas de programme de parrainage. Et pour vérifier s'il y avait un intérêt pour un programme de parrainage, j'ai d'abord fait un programme de parrainage très simple, euh, par mail, avec un typeform, voilà, en récompensant les gens qui parrainaient, enfin, en demandant aux gens qui parrainaient de dire qu'ils avaient parrainé, d'utiliser un lien qui était un peu, enfin, c'est tellement custom que j'avais créé pour chaque parrain. Et voilà, donc ça m'avait permis de valider des vitesses qu'effectivement il y avait des gens qui étaient intéressés de me parrainer et que ces gens-là parrainaient des personnes qui ensuite convertissaient en tant que manager Sora, c'est des cartes. Et donc, ça a été vraiment de lancer ce programme-là. Une fois qu'on avait ce programme-là, on a vu que tout de suite, on 30, 40, et ensuite d'optimiser ce programme et de l'améliorer de manière continue. Donc Ok. ça, c'était je dirais, la plus grosse source de croissance. Et sur l'affiliation, c'est la même chose. C'est qu'au début, j'ai poussé par hypothèse, on a testé différentes choses. On a également testé par exemple le paid marketing, etc. Le Mais quoi, pardon? l'affiliation, ça marche. Le Ah, paid marketing, pas le donc faire marketing, du ouais. Google Ads, faire du Ouais. Facebook Ads, faire Et du ça, du coup, Twitter ça a plutôt Ads, marché. du TikTok Ads. Et ça a moins bien marché. Ouais. Ça a beaucoup Mhm. moins bien marché. Donc, c'est des catégories de marketing qu'on a moins investi parce que, en fait, Sora, ça reste un jeu qui nécessite de l'éducation, nécessite du temps long. Et mettre une bannière sur un site web, c'est pas quelque chose qui va bien fonctionner pour convertir des gens au jeu derrière. Tandis que faire en sorte un YouTuber crée une vidéo de 10 minutes où il partage son expérience de jeu et comment il va commencer à jouer au jeu, euh, et, euh, et ça challenge sa communauté à jouer avec lui, ça marche bien mieux. Ok. Et c'est intéressant. Et d'ailleurs, vous avez pensé enfin, est-ce que vous avez je sais pas, en tout cas fait des partenariats qui ont vraiment leveragé la croissance, je sais pas, je pense notamment avec les ligues ou avec des acteurs du monde du foot, où ça n'a pas eu un impact incroyable sur la croissance. On a, on a fait des partenariats, ouais, je dirais que il y a eu forcément les levées de fonds. C'est vachement aidé. La croissance, elle était continue, c'est-à-dire qu'il y a eu de manière continue de plus en plus de monde qui joue au jeu, de plus en plus de monde qui veut adhérer, de plus en plus de sign-up. Et ça, c'était lié aux ressources qu'on avait dans le produit. Avec le referral, avec les récompenses, avec l'expérience de jeu, le live, etc. Le reste, on a eu des pics de croissance, et ces pics de croissance ont surtout été. Alors, il y avait des pics de croissance qu'on annonçait des clubs. Donc, mettons, je reprends l'exemple de Juventus 2020, quand on annonçait la Juventus et que la Juventus poste sur le fait qu'ils sont partenaires de Sora. On a un pic de croissance à ce moment-là. Mais on a aussi un pic de croissance parce qu'à ce moment-là, nous, et je me souviens, c'était le premier article dans Coindesk qu'on a eu, on annonce en fait que Sora et la Juventus sont maintenant partenaires. Sauf que bon, personne connaissait Sora à l'époque, donc le communiqué de presse c'était plutôt la Juventus lance ses premiers NFT, etc. Et là c'était un sujet pour la presse Web3 à reprendre. Et donc ils l'ont repris, et ça nous a fait un pic de croissance qui en fait venait plus de la presse que de la Juventus directement. En tout cas, ce qui était intéressant, c'était que les gens qui venaient de la presse, Coindesk ou Web3, c'est des gens qui avaient plus d'intentionnalité dans le fait d'utiliser, de tester ce jeu. Et donc, on a eu ces pics de croissance au moment de l'annonce des clubs ou des ligues, également au moment de l'annonce des levées de fonds ou au moment de l'annonce d'autres types de nouvelles qu'on pouvait avoir. Par exemple, on a fait un partenariat avec Ubisoft à un moment où Ubisoft a lancé un jeu avec les cartes Sora. Ils étaient justement dans l'idée d'explorer comment, dans Web3, enfin, comment on peut lancer un jeu sur l'IP de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est intéressant, ce côté interopérabilité des assets vidéo? Et donc, ils ont lancé ça et on a fait de la presse ensemble et donc ça aussi, ça avait bien marché. Et ça donnait quoi d'ailleurs ce jeu? Ça a très bien marché. Il y a eu des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et donc, eux, c'était une expérimentation du Blockchain Lab d'Ubisoft. Ok. Donc après, ils l'ont pas maintenu parce que Ubisoft, quand ils décident de faire un jeu, c'est des dizaines, Hmm. voire des centaines de millions investis.
mais c'était des learnings pour eux, je dirais, avancer dans la réflexion plutôt Web3 sur leur gros jeu à eux. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, enfin, vous, ce type de projet, c'est quelque chose que vous creusez en interne potentiellement, ou ce sera toujours avec un partenaire pour lancer un tel jeu basé sur des assets de Sora Je pense que c'est la vision long terme de se dire que en fait, Sora édite un jeu, un jeu aujourd'hui qui est un jeu de fantasy, NBA, baseball et football, mais, mais qu'au final, ces assets, ces cartes peuvent être utilisées sur plein de jeux potentiels qui peuvent être créés en top de ces cartes. Donc, si tu veux, la carte, c'est la plateforme, Mhm. et les jeux, c'est les applications que tu disais avec qui sont les cartes. Et donc, moi, je pense que c'est intéressant plus en tant que manager Sora qui possède des cartes Sora, euh, plus il y a de jeux autour des cartes Sora, plus c'est intéressant pour moi parce que plus je peux avoir des expériences de jeux différentes. Donc, tu peux imaginer des jeux de type à la Hearthstone avec des cartes Sora. Et donc, moi, en tant que manager Sora, jouer à différents jeux avec ces cartes-là. Carrément. Et alors, une autre question de la communauté, c'était est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes et que tu ferais autrement aujourd'hui si c'était à refaire Euh, il y a des choses que je regrette. Bonne question. Euh, Joker? j'ai rien qui me vient en tête, ouais, Ouais. j'ai rien qui me vient en tête maintenant tout de suite. Forcément, forcément des campagnes, des annonces qui, je pense, auraient pu être mieux faites. Je pense qu'il y a des moments, voilà, je pense qu'on est dans une boîte qui est en hyper croissance. On peut pas tout faire parfaitement. Donc ça, c'est une première chose. Mais ensuite, parfois, on fait des erreurs aussi dans la croissance. C'est-à-dire qu'on se précipite euh, sur certaines décisions, sur potentiellement certains recrutements. Donc je pense que voilà, c'est les learnings aussi de cette expérience-là, c'est de mieux gérer la croissance parce que c'est enivrant et parfois on a tendance à se précipiter parce qu'on est un peu obligé et de prendre le temps aussi de profiter de l'instant présent plutôt que d'être dans la course constante. Ça marche. Et je me demandais, parce qu'on a beaucoup parlé de, bah, enfin, là, dernièrement, d'acquisition, donc tu disais, waouh, vous avez vraiment trouvé vos canaux d'acquisition, et ce qui a permis d'avoir cette super croissance. Mais est-ce qu'après la rétention, le fait de garder les utilisateurs actifs sur la plateforme, ça a été un vrai sujet? J'imagine que oui. Et ça a été quoi un peu les grandes actions pour, euh, pour les maintenir actifs dans le jeu? Je dirais que la rétention, non. La rétention des utilisateurs qui ont acheté des cartes, non. Parce qu'une fois que tu as commencé à acheter des cartes, si tu achètes des cartes, c'est que tu comprends le jeu et que ça t'intéresse et que si tu achètes des cartes, bah, du coup, on peut dire d'une certaine manière, tu as un peu de skin in the game. Et du coup, tu es là pour jouer au jeu ou tu es là pour collectionner. Et donc, la rétention de ces gens-là, elle est assez importante, voire même très importante. Du coup, nous, si tu veux, le vrai challenge, c'est plutôt la conversion, c'est-à-dire que Ouais. entre quelqu'un qui vient de sign up et quelqu'un qui va acheter des cartes, c'est de lui faire comprendre la promesse du jeu et de faire en sorte que ces personnes-là euh, soient suffisamment confiantes pour comprendre le jeu, pour commencer à jouer au jeu et pour potentiellement ensuite acheter des collectionner des cartes. Donc ça, il y a je dirais qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. On va trouver une recette miracle, totalement changer notre corps. Mais c'est plutôt plein de petites expérimentations de produits euh, pour arriver à comprendre quels sont les bloqueurs, pour arriver à comprendre est-ce que si on présente, si on met en place un tutoriel au début avec des quests, etc., ça permettrait à ce que ça fasse augmenter le nombre de personnes qui ensuite jouent son premier jeu, collectionnent ses premières cartes ou pas, et A/B tester, en fait, tout le temps A/B tester et tester différentes choses pour essayer d'augmenter cette conversion entre commence case, le nouveau jeu, je commence à collectionner des cartes. Et je collectionne finalement pour avoir une équipe de 5 joueurs. Parce qu'il y a collectionner une seule carte, il y a collectionner 5 cartes. Vu qu'effectivement c'est un jeu de foot à 5, c'est mieux si tu en as 5. Parce que plus tu en as, je dirais, plus tu vas jouer au jeu, plus tu vas être retenu dans le sens où plus tu vas rester continue de jouer. Ça marche. C'est marrant, ça me fait penser à une étude d'amplitude que j'avais vue à l'époque avec Condays qui disait que
quand un initiateur se crée un compte, s'il n'a pas fait un premier dépôt dans les 24 premières heures, après l'activité, selon s'il a fait ce dépôt ou pas, est radicalement différente. Et que voilà, Ouais. l'objectif de conversion juste après le sign-up, c'était vraiment le gros sujet. C'est intéressant. Et dernière question, aujourd'hui par rapport à ta nouvelle position, donc tu disais que tu t'occupais du branding, la partie foot en Europe, c'est quoi tes grandes tâches Les grandes tâches, c'est on a plus de 250 partenaires foot. Euh, pour chacun de ces partenaires foot, on a une campagne de marketing qu'on peut activer chez eux, des posts sur les réseaux sociaux, des newsletters, des campagnes vidéo, etc. Donc c'est l'essence de tout ça, établir une stratégie de marketing global pour activer tous ces recettes-là. C'est à travers les réseaux sociaux de ses partenaires, mais également de Sora. J'ai établi une stratégie d'influence des athlètes qui entourent Sora. Donc, par exemple, on est partenaire de Zizou, ou Zizou est partenaire de Sora, et nous aide à développer Sora. Euh, mais également, voilà, on a la chance d'avoir beaucoup d'athlètes investisseurs chez Sora, comme Gerard Piqué, Antoine Griezmann, et bien d'autres. Et donc, c'est comment on leverage ces acteurs-là. Et encore plein de sujets, mais Yes. ouais. Et d'ailleurs, c'est des acteurs, enfin, par exemple, tu parlais de Zizou, Gérard Piqué, tu parles avec eux au quotidien ou c'est pas. Non, 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 je parle pas avec Zizou au quotidien, ça serait mentir de dire ça, mais, euh, mais voilà, Piqué, c'est quelqu'un qui a investi assez tôt dans l'histoire de Sora et donc qui est quelqu'un qui a eu un impact assez fort de par son réseau, de par son audience, de par ses idées, parce que c'est quelqu'un qui entreprend énormément et qui est très ambitieux dans sa carrière post-footballistique. Et du coup, c'est quelqu'un avec qui on a des conversations assez fréquentes. Ouais. Ça marche. Brian, merci beaucoup. Bah écoute, avec plaisir pour recevoir Nicolas Julia à l'occasion, qui est le CEO, hein, pour avoir aussi voilà, son feedback sur toute l'aventure Sora depuis le début. Avec plaisir. Merci beaucoup, Yes. Gary. Merci à Merci toi. pour l'invitation. À tout.